Vous allez voir, ça fait écho à la présentation de Clarisse et il y a pas mal de messages qui se répondent, donc je vais creuser les sujets qui nous intéressent le plus ce matin et vous allez voir effectivement que l'industrie est extrêmement créative avec de nouvelles facettes et de nouveaux terrains de jeu créatifs et on va tenter là en 30 minutes ce matin de faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé en 2021, d'en tirer des conclusions et puis de se projeter en 2022 sur les grands chantiers à venir et toujours avec nous notre regard chez Nelly Rodi qui est celui du consommateur et vous allez voir que il nous facilite pas les choses ce consommateur parce qu'il est assez complexe à appréhender et ce qui rend en fait les chantiers d'autant plus intéressants puisque tout l'enjeu des industries créatives et de la mode en particulier c'est de s'adapter à ces nouvelles facettes de la consommation et à des attentes qui sont très nouvelles, notamment liées à une nouvelle génération de consommateurs. Je le fais un peu sans filet parce que je ne vois pas mes slides, donc soyez tolérants si je bute sur une slide. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2021 et qu'est-ce qu'on tire comme constat? Il y a trois grands mots qu'il faut retenir, trois grands sujets. Le premier qui est évidemment la transfo digitale, où en fait on a gagné, je crois, 7 ans d'innovation dans le secteur digital, où on a dû tous individuellement, collectivement et les entreprises évidemment s'adapter à cette situation exceptionnelle. Quand on interroge les chefs d'entreprise, vraiment le sujet de 2020-2021 a été de rattraper pour certains leur retard sur leur transfo digital et ça a évidemment accéléré un certain nombre de sujets. Un autre point important, c'est la prise de conscience. C'est la justice et le besoin en fait de preuves de la part des marques qu'elles sont honnêtes, qu'elles font les choses de manière authentique et qu'elles sont assez exemplaires sur certains sujets. Et donc des consommateurs qui maintenant sont de plus en plus vigilants sur les conditions de travail, les conditions de fabrication et cette prise de conscience réellement que c'est un secteur évidemment comme beaucoup d'autres qui peut avoir des facettes plus complexe, plus noir, et évidemment un chantier prioritaire qui est de devoir lever toutes ces inégalités et ces injustices dans le secteur. Et puis le troisième point, c'est évidemment la génération Z, cette génération dont on parle tant, qui consomme et qui vit totalement différemment de son usage digital des générations précédentes et qui en fait est en train de complètement transformer le visage de la mode et qui est, en étant le client prioritaire, notamment des marques de luxe pour conditionner les succès futurs, fait que la mode doit s'adapter à des nouvelles facettes de consommation et de communication dont on va parler. Donc on est vraiment dans une phase de transformation du secteur. On fait cette étude Rethink Fashion depuis quelques années chez Nelly Rodi. Il n'y a jamais eu autant de sujets. J'aurais pas suffisamment de temps pour les partager tous avec vous, mais vous allez voir que c'est extrêmement riche et que ça laisse quelques années encore de transformation des visages du secteur qui vont être intéressants à observer. Je ne vais pas nécessairement revenir sur les chiffres, Clarisse en a parlé. Ce qu'il faut noter, c'est quand même une redistribution des cartes au sein même du secteur. Alors ici, on est un événement de la Fédération du prêt-à-porter. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la mode de toute l'accessoirisation. Et on voit que cette pandémie a transformé le visage aussi de la mode dans sa globalité, avec des secteurs qui sont en plein boom au détriment d'autres, pour des raisons évidentes aussi de télétravail ou autre, qui fait que le prêt-à-porter est plutôt en décroissance, alors que l'accessoire, le bijou, la maroquinerie sont des secteurs qui se portent extrêmement bien. Avec néanmoins des prédictions sur un retour de l'occasion wear, donc du vêtement pour sortir, et qui est lié, alors peut-être qu'on va être freiné dans nos ardeurs, mais qui est lié aussi au contexte actuel. Ce qui a aussi considérablement changé, c'est évidemment le poids du digital et des pure players, qui sont montés en flèche à hauteur de 28% du marché aujourd'hui, et cette montée de la seconde main dont on a parlé précédemment, qui en est encore, malgré des chiffres exorbitants, aux prémices, et c'est devenu en fait une partie très importante du secteur, et vous allez voir avec tous les enjeux que ça représente pour les marques, en fait de récupérer ce marché, puisque évidemment les clients partent sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, on a un consommateur qui compare tout avec tout, le neuf et l'occasion,
et qui rend la chose assez complexe pour les marques de récupérer ce berceau de clientèle. En termes de redistribution des cartes, on en a parlé, le luxe surpuissant, et une accélération aussi avec ce revenge shopping asiatique et aux USA qui montre des performances exceptionnelles du luxe, des pure players. On en a parlé à l'instant. Et alors, un segment de marché qui a vu son apparition, ou en tout cas son accélération récemment, c'est ce segment de l'ultra fast fashion. Vous allez voir que c'est totalement antinomique avec tout ce qu'on se dit sur la prise de conscience sociétale et environnementale du secteur. Et c'est là où est tout le paradoxe en fait, du consommateur, mais avec des performances exceptionnelles d'acteurs jusque-là inconnus en France, comme Shein, qui s'est imposé au premier trimestre comme le leader du prêt-à-porter et qui est en train en fait, de bousculer toutes les cartes de l'industrie en s'imposant comme un acteur majeur de l'habillement au niveau international. C'est une plateforme chinoise qui en fait a la spécificité d'utiliser un algorithme hyper puissant qui permet en fait de proposer quasiment en temps réel des milliers de tendances et de milliers de produits tendances issus des réseaux sociaux et de proposer quelques 5000 nouveautés quotidiennes pour répondre à un volet de consommateurs toujours impatients d'avoir les dernières nouveautés et en plus à tout petit prix. Il y en a d'autres, ce n'est pas l'unique plateforme, il y a des acteurs comme Fashion Nova aux États-Unis et évidemment une montée aux puissances aussi des pure players type Alibaba avec des apps comme AliExpress qui devenaient aussi des acteurs importants du prêt-à-porter au niveau mondial. Autre point à retenir, la réinvention des retailers. On voit dans toutes les études que malgré la montée en puissance du digital, le commerce physique n'est pas mort, y compris pour la jeune génération, à condition de se réinventer, de proposer des formats différents, des expériences différentes, on y reviendra. La montée en puissance des acteurs du sport qui historiquement n'étaient pas comparés aux acteurs du prêt-à-porter et qui, là encore, pour le consommateur, en fait, ne font pas la différence. Aujourd'hui, une enseigne comme Intersport en France, des acteurs comme Adidas sont des acteurs majeurs du prêt-à-porter, notamment pour de l'équipement quotidien, pas uniquement pour la pratique du sport, et avec des prévisions qui sont assez conséquentes pour les prochaines années. Et la montée de la seconde main, je crois que c'est mon dernier point dont on a parlé, qui prend des parts de marché en fait au secteur du neuf de manière de plus en plus conséquente et avec une réalité pour les marques qui est qu'en fait les marques s'auto-concurrencent sur les plateformes de seconde main, puisque au-delà des plateformes vintage, si vous êtes adepte de Vinted ou autre plateforme, vous verrez qu'on peut trouver à un instant T le même produit que son équivalent neuf en boutique, et d'où la complexité, je vous le disais, pour les marques de se réapproprier ce circuit de la seconde main pour éviter une dilution de leur clientèle. La prise de conscience, évidemment, qui est un des gros sujets du secteur, dicté par des marques qui sont de plus en plus engagées et qui imposent en fait un nouveau référentiel pour le secteur, des certifications qui commencent, comme Bicorp par exemple, à être de véritables leviers de désirabilité pour les marques, donc une accélération aussi de cette transformation des modèles traditionnels pour en fait coller au mieux à de nouvelles attentes de clients et de nouvelles marques qui, elles, mettent un point d'honneur à se créer sur une exemplarité et imposent en fait un nouveau mode opératoire qui va influencer des acteurs qui juste là n'avaient pas à cœur de mettre la RSE au cœur de leur stratégie. RSE qui évidemment est un des sujets aussi pour une question de législation, puisque à horizon 3 ans, il y a un certain nombre de législations, notamment sur de la traçabilité ou de l'étiquetage, qui vont impacter tous les acteurs du secteur pour se mettre au niveau légal imposé par les réglementations françaises et européennes et internationales.
Un point dont je vous parlais et qui est assez clé, vous allez voir que tout le reste de la présentation est vraiment sur ce changement qui pour nous est majeur vraiment d'un consommateur qui est très paradoxal du fait de tous ces changements. En fait, la consommation aujourd'hui, elle oscille, vous l'avez vu, entre un côté extrêmement slow de prise de conscience, d'éco-responsabilité, de sustainability, de consommer moins mais mieux, de consommer différemment, et son opposé qui est cette quête d'instantanéité, de toujours les dernières nouveautés, d'agilité au maximum, de surconsommation, de tendance, etc. Aujourd'hui, on doit pas, il n'y a pas d'un côté les mauvais et de l'autre les bons. Il y a une réalité qui est celle du consommateur, qui est lui-même totalement schizophrène et paradoxal et qui finalement veut les deux. Et le marché, lui, doit y répondre et doit s'adapter en essayant de faire mieux d'un côté, mais tout en répondant à des attentes de consommation. Et vous allez voir pourquoi la data est aussi importante, puisque dans cette réponse, en fait, finalement, la data permet de travailler sur les deux volets. Et donc cette réalité de consommation entre slow et fast, vous allez voir qu'elle impacte en fait le secteur sur tous ces points de contact, on y reviendra. Ce qui est aussi marquant en 2021, c'est vraiment l'hybridation des paradoxes. Qui, en fait, et Clarisse en parlait à l'instant, montre des synergies entre des secteurs qui n'auraient jamais été encore, il y a quelques années, amenés à se rencontrer et à se connaître. Il y a évidemment le luxe, la mode et le gaming. On a tous été, je pense, extrêmement surpris de certaines collaborations comme des marques de luxe avec des jeux vidéo, et pourtant il y a une réalité business derrière, on en a parlé à l'instant, et une volonté de consommer différemment, et on n'en est qu'aux prémices de cette consommation digitale et ces mondes physiques et virtuels qui cohabitent. Il y a évidemment les synergies entre les secteurs, notamment entre la mode et la food. Food qui lui-même est un secteur extrêmement créatif, dynamique, pour répondre à des nouvelles manières de consommer, des nouvelles attentes consommateurs. Et vous allez voir là un terrain de jeu, et on en revient à la créativité qui est en train de se transformer et qui est aussi très liée à des hybridations entre ces secteurs. On en reparlera. C'est aussi un point assez marquant et qui est assez passionnant, c'est cette hybridation et finalement cette hybridation entre les outils de communication et les outils de distribution. Avant, on avait les outils de communication, les réseaux sociaux en faisaient partie, et on avait les outils de distribution, donc le e-commerce, les magasins, les pop-up stores. Aujourd'hui, tout se mélange. Un magasin devient lui-même un levier de com, un réseau social devient lui-même un magasin, et en fait, aujourd'hui, vous allez voir que ça a un impact non seulement sur la réalité de consommation, mais ça va avoir un impact colossal sur l'organisation des entreprises. Et en fait, on pense que avec toutes ces hybridations dont on parle ici, évidemment entre le neuf et la seconde main, vont amener, et c'est le chantier majeur des prochaines années, les entreprises à totalement se réinventer. À réinventer évidemment toute la chaîne de valeur et à se transformer pour se digitaliser, et pas uniquement dans l'acte client, l'acte d'achat, mais évidemment digitaliser tout l'amont, on y reviendra, et faire monter des expertises nouvelles qui n'avaient pas lieu d'être dans des organisations de mode il y a encore quelques années, et avec des profils notamment ingénieurs et data scientists qui commencent à intégrer des équipes, des studios de création. Je ne vais pas m'attarder sur ce slide qui est très écrit en tout petit. Ce qu'il faut retenir, c'est que le marché est de plus en plus fragmenté. Il y a des acteurs qui vont du plus ultra fast fashion jusqu'à l'hyperluxe, avec des marques qui sont extrêmement powerful dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les strates de cette industrie. On parle beaucoup du luxe comme le fleuron de l'industrie française, avec des marques qui surperforment, mais vous avez des acteurs, que ça soit dans l'accessible, dans le moyenne gamme, chez les designers, qui sont aussi de véritables références. On a parlé de Bache tout à l'heure pour du middle luxury, évidemment des designers comme Jacquemus ou Ami qui
s'imposent, qui sont de véritables fleurons français à l'international, mais aussi évidemment des marques digital natives comme Cézanne, qui pour celle-ci en tout cas, a totalement révolutionné le secteur. Ici, vous avez les 10 grandes tendances, donc c'est des mots qu'on dissémine au fur et à mesure des présentations, mais les 10 grandes tendances consommateurs, donc de la sécurité, la sincérité, la solidarité, sont des mots qui sont extrêmement importants à avoir en tête quand on va se parler des chantiers pour 2022 et plus loin. Ces chantiers, qui sont les suivants, alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais si on doit lister, je veux bien, Arnaud, voilà. Celle d'après, j'ai un petit problème de zapette. Les grands chantiers, je vais me rapprocher pour pouvoir vous les donner, mais qui sont autour de la relation client. Et vous allez voir que là, on oscille entre nos fameux slow et fast. Autour de la relation client, je ne les connais plus par cœur dans l'ordre. Après, je vais pouvoir vous les donner, mais je veux bien un petit... L'incarnation. L'incarnation, l'offre, ils ne sont peut-être pas dans le bon sens, la temporalité, la supply chain, qui en fait sont les grands chantiers qui vont être très challengés et qui vont devoir osciller entre des sujets de fond pour aller vers plus de sustainabilité, davantage de slow, et des sujets de transformation pour adresser des valeurs plus fast dans la consommation. Sur la relation client, là, je trouve que c'est une slide extrêmement intéressante parce qu'elle illustre tout le paradoxe qu'on vit actuellement, en fait, entre l'hyper-local, l'hyper-proximité, où on n'arrête pas de parler du retour, de la proximité, d'un besoin d'humain, et c'est un gros challenge, notamment pour le retail, et la virtualisation du shopping, cette instantanéité, ce social shopping dont on a parlé, et cette utilisation massive de la data. Donc là, c'est le premier paradoxe qui va venir totalement chambouler la relation client, et aujourd'hui, il n'y a pas de choix à faire entre les deux. Il y a comment est-ce qu'on adresse les deux sujets quand on est une entreprise ou une marque. Là encore, vous allez voir paradoxe assez explicite sur l'incarnation. On parle beaucoup de l'incarnation des marques, comment est-ce que la marque doit être incarnée. Et là encore, on oscille entre une volonté d'être sur du beaucoup plus humain, de la réalité, de la vraie vie, des vrais gens, des femmes avec des défauts sur des campagnes de pub, des labels qui montrent que les femmes ne sont pas retouchées, et à l'inverse, ou en même temps, au même moment, une vision, une incarnation extrêmement fantasmée avec on va même jusqu'à des égéries virtuelles et en tout cas une féminité exacerbée qu'on a pu voir avec des nouvelles incarnations, notamment et en fait une nouvelle expression et un visage de la mode et de cette nouvelle génération qui doivent cohabiter. Là encore, sur le storytelling, on oscille entre la preuve, du savoir-faire, du storytelling sur l'histoire. Et là, exemple assez marquant, c'est Zara qui a lancé toute une série de vidéos et de contenus qui s'appelle Zara Origins. Ça paraît assez surprenant d'un acteur comme Zara qui raconte le processus créatif, comment les collections sont faites, comment la marque est née, avec du contenu qui est extrêmement rassurant et qui est plutôt dans ce côté slow, de comprendre comment c'est fait, où c'est fait et comment en fait travaille ce secteur-là qui fascine. Et parallèlement à ça, cette quête d'hyper-spontanéité, du toujours plus de contenu, de devoir s'exprimer sur les réseaux sociaux en permanence, de surfer sur des tendances qui étaient là hier, qui seront certainement pas là demain. Je me souviens plus de celui-là, pardon. Quelqu'un peut me lire le titre? Je ne vois rien avec le spot. La temporalité, voilà, pardonnez-moi. Donc là, c'est un sujet important qui est sur cette redistribution écarte aussi en termes de tempo. On est dans un côté plus slow où on va aller travailler sur ces collections, ces iconiques, ces emblématiques, un sourcing plus sustainable, la durabilité des produits et parallèlement à ça, l'instantanéité des drops, de la tendance. Ça fait écho au message précédent. Et ça, évidemment, ça a un impact sur la supply.
Oui, c'est celle-ci. Où en fait, là encore, on est donc la transformation de la supply chain et la transfo logistique est au cœur des sujets. On en a parlé avec Clarisse, mais c'est comment on se transforme durablement avec un sujet de fond, donc qui prend du temps, qui est d'auditer son parc de fournisseurs, de nouer des relations extrêmement durables, de trouver aussi des fournisseurs qui répondent aux normes RSE éco-compatibles et en même temps une réalité aujourd'hui qui est celle de rapprocher son outil de production pour des contraintes évidemment qu'on connaît en termes de transport et de problématiques de sourcing, et aussi pour une réalité d'être plus proche en fait, de raccourcir le temps de création et de fabrication pour coller au plus proche des ventes, de la saisonnalité, des envies des consommateurs, donc en allant jusqu'à de la fabrication à la demande, qui sont des sujets évidemment extrêmement clés dans nos industries, mais message aussi qui fait écho à du nearshoring dont on parlait avec Clarisse, et de trouver des fabricants qui sont au plus proche pour permettre une agilité et une flexibilité qui va aussi à moyen terme et long terme lutter contre permettre de diminuer les invendus et d'être au plus proche en fait finalement du tempo de vente des produits et de ce que veulent les consommateurs. Donc vous allez voir, ça fait écho avec le grand chantier qui est celui de la data. Autre transformation qui est celui de l'offre et finalement en fait de ne plus uniquement vendre des produits matériels, de travailler sur un côté plus slow qui est de la location de vestiaires par exemple. Pardon, là encore je ne vois pas mes slides. Je vais descendre, comme ça sera plus simple. Voilà, de l'offre qui est aussi challengée avec finalement un désintérêt pour la propriété de produits physiques et d'où cet aussi engouement pour la vente de seconde main, puisqu'en fait aujourd'hui il n'y a plus réellement, alors peut-être pour des produits plus haut de gamme, mais d'attachement aux produits prêt-à-porter qu'on achète et qu'on vend en fait au gré des changements de saison. Et en même temps, sur la montée en puissance des NFT, un retour à la propriété, mais qui prend une facette totalement nouvelle, qui est celle de l'acquisition d'un produit digital. Donc là encore, un paradoxe extrême, où en fait, l'appropriation digitale est en train de monter en puissance et la propriété physique réelle d'un produit, finalement, on a l'impression qu'on a une nouvelle génération qui se désintéresse un petit peu de ça et qui est même prêt à louer son dressing, louer des produits et permettre une agilité aussi dans son mode de consommation. Autre point aussi sur l'offre, c'est comment est-ce qu'on transforme en fait son offre produit pour coller davantage à ces nouvelles attentes et en fait finalement comment une marque demain vient à vendre de l'immatériel au-delà du produit physique et de l'offre produit habituelle, et ça va évidemment là encore tout transformer et tout challenger. Donc pour synthétiser tout ce qu'on vient de se dire, les grands chantiers, il y en a 6. Il y a évidemment celui de la data. On ne peut absolument pas avoir une approche consumer-centrique et répondre à des nouvelles attentes de consommation, y compris sur la RSE, sans comprendre en fait finalement la réalité de ses clients, qui ils sont, comment ils consomment, ce dont ils ont envie, et donc d'intégrer en fait finalement la data à tout le processus créatif, non plus la connaissance client comme une finalité de l'acte d'achat, mais comme un véritable point de départ pour aussi une approche plus circulaire de la mode, où finalement le client est à la fois le point de départ et la finalité. Donc évidemment un point extrêmement important quand il s'agit de l'internationalisation, puisque les attentes des consommateurs localement, on y reviendra, ne sont pas les mêmes, et donc une data internationale à utiliser dans l'intégralité de sa stratégie.
Deuxième point, on a parlé de la RSE, de la transparence, du sourcing responsable. Dans ce point de la justice, premier slide que vous avez vu dans cette présentation, il y a une volonté de la part des clients de comprendre pourquoi une marque existe, au-delà du fait de vendre des produits. En fait, finalement, la finalité mercantile de la mode est en train de se déplacer vers une volonté des consommateurs et en fait une attente de la part des consommateurs et des jeunes consommateurs que la marque s'engage, que la marque ait une véritable raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on fait ce métier ? Et ça va dans la quête de sens, en fait, qui était un des mots-clés que vous avez vu sur les grandes tendances de consommation. Donc, travailler sur sa raison d'être, pour nous, c'est un des chantiers prioritaires et majeurs, et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec nos clients. Au-delà de sa plateforme de marque, c'est pourquoi on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on a créé cette entreprise avec une finalité qui est évidemment de servir ses clients, mais peut-être d'avoir aussi, d'apporter sa pierre à l'édifice sur des sujets de fond, sociétaux ou environnementaux. Troisième point troisième chantier qui est le Go Circular, donc de travailler en profondeur la transformation de sa supply chain pour plus de circularité. La prise de conscience a été là pour ce qu'il s'agit de lutter contre les invendus, de détruire les produits, mais c'est maintenant comment ces invendus, comment tous ces produits en fait finalement qui ne sont pas portés, qui ne sont pas achetés, comment on les réintègre en fait dans une chaîne de valeur plus responsable et tous ces sujets aussi autour de la traçabilité des produits, de la traçabilité des matières, c'est évidemment un des gros chantiers parce qu'il nécessite des expertises qui ne sont pas nécessairement là dans les équipes, mais aussi des outils et des fournisseurs. Donc c'est toute une supply chain qui doit se réinventer. Donc c'est évidemment un sujet prioritaire, mais un sujet complexe et qui prendra du temps. Quatrième chantier qui est le Beyond Product. On a vu que l'immatériel devient un produit quelque part à part entière. Comment est-ce qu'on transforme aussi son offre pour aller au-delà des produits de prêt-à-porter et d'accessoires en vendant ou pas de l'immatériel. Ici, exemple de Gucci, qui a été un des pionniers en fait, dans la transformation de son offre entre du contenu, des restaurants, des NFT. Enfin, ils sont assez intéressants à observer. Ils ont aussi été les premiers à lancer leur propre plateforme de seconde main qui s'appelle Gucci Vault. Et Clarisse parlait tout à l'heure de créativité. En fait, allez le voir, c'est extrêmement inspirant de voir comment le vintage et la seconde main peuvent être aussi des territoires d'expression créative pour un designer. Donc je pense que là, on a atteint quand même cette circularité dont on parlait, qui est extrêmement inspirante. Donc qu'est-ce qu'on propose demain quand on est une marque ? Et c'est évidemment aussi tout ce Beyond Product qui va réinventer le retail. Pour des marques qui sont encore extrêmement dépendantes de leur réseau physique de magasins. L'internationalisation est évidemment un des enjeux pour les marques et notamment les marques françaises. Et un des chantiers, c'est grâce à la data, grâce à la connaissance client, grâce à la connaissance culturelle des marchés, comment on think global et act local, on voit évidemment que sur les marchés, notamment en Chine, en Corée, il y a des attentes. La marque France fait toujours rêver, mais on s'attend à ce qu'elle s'adapte plus aux us et coutumes, aux cultures, s'entourer d'influenceurs, de talents locaux. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on adapte sa stratégie, pas uniquement en termes d'offres, mais en termes d'expérience, pour répondre à des clientes de plus en plus exigeantes et en quête de singularité. Et le dernier point, on en a parlé tout au long de cette présentation, qui est le chantier le plus important, qui est la transformation des organisations d'un point de vue technologique. On a beaucoup parlé de la transfo digitale. Encore une fois, elle est beaucoup dans l'aval. La transformation digitale a eu lieu pour tout ce qui est relations clients en termes de distribution ou de communication. Il y a évidemment le chantier qui est celui de l'amont. Comment on transforme sa chaîne de valeur, comment le digital est là à toutes les étapes du processus créatif. J'ai souvent cette réflexion, j'ai encore pas la solution, mais on voit en 3D, on achète demain en 3D, et dans le processus créatif, on passe encore par de la 2D, en faisant des dessins à plat.
J'imagine que la prochaine étape, c'est de tout faire en 3D. Ça paraît extrêmement logique quand on en parle comme ça. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Il y a évidemment des outils qui existent, mais au-delà des outils, c'est comment on les implémente auprès de personnes qui ont travaillé toute leur vie de manière totalement différente. C'est évidemment un des grands sujets. C'est le sujet des entreprises, c'est aussi le sujet des écoles et des fédérations comme celle du prêt-à-porter et de l'habillement. Et puis, c'est évidemment la transformation des métiers, on en a parlé. La montée en puissance de la data va faire monter des nouvelles expertises qui vont arriver dans des binômes ou des trinômes qui voilà, aujourd'hui existaient depuis toujours, chef de produit, styliste. Aujourd'hui, on parle d'une troisième personne qui est le data scientist pour en fait intégrer dès l'amont le processus créatif. C'est évidemment aussi toutes les expertises autour de l'éco-conception, de la circularité des produits qui doivent intégrer aussi les équipes de création. Qui ne freinent en aucun cas, au contraire, la créativité et les savoir-faire dont on parlait avec Clarisse en préambule. Donc pour mes mots, les 6 grands chantiers, la data, travailler sur sa raison d'être, Go Circular, Think Local, Beyond Product et le Tech et Human Boost, ou Reboot même, parce que c'est vraiment un redémarrage total du mode opératoire et de comment on travaillera dans les 10 prochaines années. Merci.